Bonjour à toutes et à tous. Je suis Leïla Ferdiani, je suis juriste et coordinatrice des stages auteurs de violences conjugales au sein du CIDFF 92 Nord. Du coup, le CIDFF 92 Nord c'est une association qui existe depuis 1972. C'est une association du coup 1901, mais vous devez sûrement connaître puisqu'il y a un CIDFF normalement dans chaque département. Le CIDFF, c'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles. On a des activités qui sont le cœur de notre métier, c'est la lutte contre les violences conjugales. On est une asso composée de 8 juristes, d'une psychologue et de notre directrice. Les 8 juristes ont des fonctions, ont des domaines de compétences différents, mais elles sont toutes formées à la lutte contre les violences conjugales. Donc on a des juristes spécialisés en droit pénal, et ça j'en fais partie, des juristes spécialisés en droit de la famille, des juristes spécialisés en droit des étrangers, beaucoup. Donc on est 3,5 spécialisés en droit des étrangers. Je suis la demi-personne. Voilà. Parce que du coup, je fais beaucoup de choses, donc je fais que à moitié du droit des étrangers. Voilà, donc on fait des formations à destination des professionnels, des actions de formation, de sensibilisation. On fait plein de permanences juridiques individuelles dans des endroits divers et variés pour toucher un maximum de femmes, pour qu'un maximum de femmes puissent venir, des femmes situées dans la boucle nord du 92. On a justement ces fameux stages de responsabilisation, puisqu'on considère que pour lutter contre la violence conjugale, il faut s'occuper de la source du problème, la source des violences conjugales, et c'est les auteurs. Donc on ne délaisse bien entendu pas du tout la prise en charge des victimes, ça demeure notre priorité, mais prendre en charge les auteurs, ça l'est aussi. Voilà pour la petite présentation. Je continue sur mon intervention. Du coup, je récupère mes notes. Sur cette prise en charge du coup des femmes victimes de violences, on a la majorité de nos suivis sont des femmes étrangères. Sont des femmes étrangères en situation irrégulière ou non, des femmes, comme on dit, sans papier, des femmes dans l'illégalité administrative. C'est de nombreux qualificatifs qu'on oppose à ces femmes et qui révèlent justement leur manque de droits, leur vulnérabilité, leur invisibilité. Et c'est pour ça qu'on a développé du coup plusieurs postes en droit des étrangers. On a constaté qu'effectivement, les femmes étrangères victimes de violences sont à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Elles subissent d'une part le sexisme, mais aussi le racisme. Elles sont surexposées aux violences, que ce soit dans leur pays d'origine, pendant leur parcours migratoire et à leur arrivée en France. De quoi parle-t-on quand on parle des violences que ces femmes, auxquelles ces femmes sont confrontées ? On parle des violences conjugales, puisque c'est majoritairement ce à quoi nous sommes confrontés dans notre pratique. Dans ces violences conjugales, on a beaucoup de viols conjugaux, c'est une question qui reste encore taboue, mais qui est bel et bien présente. On a des femmes qui ont vécu des viols aussi, comme crimes de guerre dans leur pays, des pays duquel elles proviennent. On a de l'esclavage sexuel et d'autres formes de violences particulièrement répandues lors des conflits armés. On a beaucoup d'agressions sexuelles, de mutilations génitales. On a des femmes en situation de prostitution. On a des mariages forcés. On a de l'harcèlement sexuel qu'elles subissent quand elles viennent ici sur le territoire français. Donc on a eu de nombreuses situations dernièrement de femmes ayant subi du harcèlement sexuel de la part des hôteliers du 115, puisqu'elles sont majoritairement hébergées au 115. Et voilà, ça reste des proies en fait pour certains individus qui exploitent du coup leur vulnérabilité. On a aussi, on est confronté aux violences que les enfants de ces femmes aussi ont subies.
puisque lorsqu'ils sont exposés aux violences conjugales, ça reste des victimes. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur. Les enfants exposés aux violences conjugales, même s'ils n'ont pas directement subi ces coups, restent des victimes. Les conséquences auxquelles ces enfants sont exposés dans leur construction, etc., restent particulièrement conséquentes. C'est des conséquences particulièrement graves sur le plan psychologique, sur le plan physique et sur le plan social. Et je n'ai pas abordé les violences institutionnelles auxquelles ces femmes sont également confrontées à leur arrivée ici. Notamment dans l'accès aux soins qui peut se révéler être un vrai parcours du combattant. Et je vais le féminiser du coup, c'est le parcours de la combattante, puisque dans de nombreuses situations, l'accès aux soins se révèle particulièrement compliqué pour ces femmes. Quelques chiffres. D'après les chiffres de l'ONU, dans le monde, c'est 35% des femmes qui subissent au moins une fois dans leur vie des violences physiques ou sexuelles. Certaines études à l'échelle nationale montrent que cette proportion peut atteindre 70% des femmes. 120 millions de mineurs dans le monde sont mariés de force chaque année. Et d'ailleurs, entre 100 et 140 millions de filles et de femmes mutilées génitalement dans le monde. Et ce sont des chiffres qui se sont accrus avec le confinement, dû à la crise sanitaire, puisqu'il a été beaucoup plus compliqué en fait, de continuer ces campagnes de sensibilisation, etc., pour faire reculer le mariage forcé et les mutilations génitales. Donc on a observé effectivement qu'il y avait eu un impact de la crise sanitaire sur ce point. En France, chaque année, c'est 213 000 femmes qui sont confrontées aux violences conjugales. Et une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. Et j'ai vu le chiffre ce matin, c'était 102 femmes. On est à 102 femmes pour 2021, on est au mois de novembre, et on a dépassé du coup le chiffre de 2020. Parce que c'est au-delà d'un chiffre, ce sont des victimes, je tiens à le préciser, parce que mon propos peut heurter. Donc c'est en France, chaque année, c'est 84 000 femmes victimes de viol. Et dans 50% des cas, c'est du viol conjugal, en fait. Souvent, on a cette image du viol qui est commise à 4 heures du matin dans un parking, dans le noir, etc. Pas du tout. Il se révèle que l'un des endroits les plus dangereux pour les femmes, c'est le domicile conjugal. 2 millions de Français, soit 3% de la population, déclarent avoir été victimes d'inceste. Dans 90% des cas de violences sexuelles, la victime connaît son agresseur. En France, on a 18% des victimes qui déposent plainte. Un grand nombre de ces plaintes fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites, concernant les faits de violence conjugale, d'une mesure alternative aux poursuites, y compris du coup les stages de responsabilisation des auteurs, et on est aussi exposé à un grand nombre de classements sans suite. Étant donné cette ampleur des violences faites aux femmes, il est important de repérer les victimes et de leur proposer un accompagnement spécialisé. C'est précisément ce qu'on fait, nous, au CIDFF 92 Nord. Souvent, elles viennent pour une question en droit de la famille, pour une question où elles veulent divorcer, etc., ou autre chose. Monsieur qui ne contribue pas aux charges du ménage ou autre, ou pour une situation liée à leur titre de séjour, etc. Et c'est là qu'on repère les violences. Elles-mêmes ne considèrent pas qu'elles sont confrontées à de la violence. Mais nous, quand elles nous relatent ce qui se passe à la maison ou ce qui s'est passé, etc., on se rend compte qu'effectivement, c'est des violences. Et là, on leur explique et on leur propose un accompagnement spécialisé tant au niveau juridique qu'au niveau psychologique. Donc, comme je vous le disais, lorsque j'ai pris la parole, les femmes migrantes sont surexposées aux violences. Une victime ne porte pas nécessairement les stigmates des violences vécues, d'où la nécessité du questionnement systématique. Les violences conjugales et autres violences auxquelles les femmes sont confrontées, comme je vous le disais tantôt, engendrent honte et culpabilité chez la victime. Du coup, en entretien avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est un petit peu délicat quand même d'aborder de prime abord ce type de questions. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on banalise les choses en fait. On les fait passer comme un questionnaire standardisé.
et ça permet de faciliter la parole vis-à-vis de cette problématique. On prend le temps nécessaire pour que la parole puisse se déposer. Une victime, elle a besoin de temps. Elle met du temps pour que les mots puissent sortir. Elle met du temps pour trouver les mots concernant ce qui s'est passé. Elle met du temps et c'est normal, donc on prend le temps. Qui demeure rare chez les associations quand même. On mise tout sur la qualité du lien entre la victime et la professionnelle. Cet entretien, il est majeur. Si cet entretien est raté, la victime ne reviendra pas. On va la perdre dans la nature, elle ne reviendra pas. La qualité de cet entretien est primordiale. Au-delà du questionnement, on peut repérer chez les victimes de violences des signes. Il existe des récurrences dans les conséquences des violences conjugales et sexuelles chez les victimes. Rien de systématique, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on constate des conséquences physiques, des blessures, des problèmes gynécologiques, des maladies psychosomatiques, des troubles du sommeil, des somatisations telles que les douleurs chroniques sans cause médicale connue, qui sont fréquentes chez les victimes de violences, bien que méconnues et peu identifiées par les professionnels. Les conséquences physiques des violences témoignent du traumatisme psychique et corporel que le corps garde en mémoire. On constate également des conséquences psychologiques, des troubles de l'alimentation, et là on pense souvent à l'anorexie, mais on a constaté qu'il y avait une problématique de boulimie qui est fréquente chez les victimes, et aussi une problématique de surpoids, d'obésité morbide, puisque justement les problématiques qu'elles ont rencontrées vont conduire à une hyperphagie. Donc ça arrive, on a des victimes on en a pas mal qui sont dans ce cadre-là. Et on ne sait pas si c'est une manière de se protéger, en fait. Une manière de se protéger que d'essayer d'éloigner l'auteur en prenant du poids, etc. Ça, c'est une question qui subsiste. C'est une étude qui n'a pas encore été exploitée. Mais c'est très possible. On a des problématiques d'anxiété, d'angoisse, de dépression, de scarification, on en a pas mal, de phobie, de baisse d'estime de soi, de honte, de culpabilité, d'auto-anesthésie, pour ne plus rien ressentir, de l'hypervigilance, des troubles de la concentration et des conduites à risque. Les violences peuvent engendrer un syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que la violence confronte l'individu au réel de sa mort. L'effraction de son intégrité physique et psychique est telle que son cerveau, son psychisme, ne peut y mettre du sens. Il ne peut pas se la représenter. Confronté à une telle agression, à un tel stress, le cerveau doit mettre en place des mécanismes de défense neurobiologique pour pouvoir y survivre, tant physiquement que psychiquement. Cette disjonction du cerveau est une stratégie de survie qui entraîne un état de dissociation psychique, que l'on appelle communément la sidération. La victime est figée, elle ne réagit plus. Elle est anesthésiée pour ne pas mourir de peur. La personne se voit flotter au-dessus de son corps pendant l'acte. Ça, elles nous le disent très souvent. Dans cet état de sidération, le cerveau ne peut pas traiter normalement dans sa mémoire les émotions, les images, les sensations qui se déroulent au moment des violences. Il va les stocker dans une autre mémoire, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, comme une boîte noire qui garde en elle, piégée, le traumatisme. Cette mémoire peut s'activer en permanence dans la vie de la victime, ce qui fait que l'état de dissociation peut perdurer des mois, voire des années, sans traitement adapté. Mais elle peut être réactivée pendant l'entretien, et ça nous est déjà arrivé. La mémoire traumatique provoque de l'amnésie, des souvenirs flous et partiels, des réviviscences. Les réviviscences, c'est des flashs qui se déclenchent au moindre élément qui rappelle l'agression. Ça peut être le parfum, par exemple. J'ai une de mes suivies qui, quand elle est dans les transports, etc., et qu'elle sent un parfum qui est quand même pas mal porté, le parfum sauvage de Dior, et ben, elle sort du wagon. Parce que du coup, ça lui rappelle... ça la remet en fait dans ce qu'elle a vécu dans les expériences passées, puisque l'auteur des faits portait ce parfum-là. Et en fait, c'est comme si l'agression, c'était pas un souvenir, mais que ça se rejouait à ce moment-là. Elles reviennent dans cet état-là. C'est ce qui explique aussi parfois le témoignage décousu des victimes. La dissociation a pour conséquence une absence d'émotions ou des émotions qui sont discordantes. Des victimes qui racontent leur viol en souriant, par exemple,
ou qui nous raconte la dernière scène de violence conjugale comme elle nous rapportait la dernière conversation qu'il y a eu avec la boulangère, etc. Et souvent, donc nous, on est habitués, on est formés, on sait très bien ce qui se passe, mais parfois en commissariat, quand elles vont déposer plainte durant l'audition, ça peut poser problème avec l'OPJ. On peut se dire, cette victime est un peu particulière, puisqu'elle peut sourire pendant qu'elle me raconte cette scène de viol, etc. Elle est un peu déconnectée de ses émotions. Parce que si une personne est dissociée, elle envoie le mauvais message émotionnel par rapport à sa souffrance, ce qui peut générer chez les professionnels, comme je vous le disais, des réactions variées, de l'agacement, de la minimisation des faits, voire du doute sur la véracité du discours. Les violences peuvent également entraîner des conduites à risque, des répétitions dans l'histoire de la victime. Les victimes peuvent essayer de reproduire le mécanisme de survie du cerveau. Il y a une sorte d'accoutumance. Elles recherchent inconsciemment une nouvelle disjonction du cerveau, qui les plonge dans un état dissociatif qui leur permet de ne pas ressentir l'horreur du traumatisme, même s'il a été vécu il y a des années. Comment ? Par la prise de substances psychoactives, des conduites à risque de victimisation très important, il y a un risque de reproduction des violences. La répétition. Je cherche à réparer une première expérience traumatique singulière. Je cherche à échapper au sentiment d'impuissance. Je cherche à rejouer la scène traumatique sur un mode actif, comme une tentative de réappropriation, me faisant sortir de la passivité. Tout ça à un niveau inconscient. Si on résume, pour repérer une victime de violence, il faut un questionnement il faut systématiser le questionnement, identifier les conséquences physiques et psychologiques, et particulièrement le psychotraumatisme. Mais pour repérer ça, il faut être formé et en capacité de comprendre les mécanismes à l'œuvre, les conséquences sur les victimes de violence et être en mesure d'accueillir la parole. Il faut donc avoir une posture professionnelle qui soit adaptée. Dans le non-jugement, évidemment, ça, il n'y a pas de doute sur le discours de la victime. Rappeler la loi, l'interdit et la responsabilisation du ou des auteurs et la déculpabiliser. Parce que souvent, en entretien, elles nous disent « Non, mais vous comprenez, c'est de ma faute, il m'avait dit de ne plus faire ça, et puis moi je l'ai fait. Il m'a dit de ne pas mettre la télé aussi fort, et puis moi je l'ai fait. Il m'avait dit de ne plus cuisiner ça, puis moi je l'ai fait. » Voilà. Donc tout ça, vous lui dire « Non, mais en fait... c'est pas de votre faute. » Tout simplement, la déculpabiliser, c'est capital. L'accueil de la parole, entendre la honte de la victime, la honte qu'elle éprouve et qui n'est absolument pas justifiée, bien sûr. Évaluer le danger, les violences perdurent-elles, et la mise à l'abri, lui demander comment elle se sent en ce moment, la rassurer si nécessaire et lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que des professionnels formés peuvent l'écouter et l'accompagner. Ce qui n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir progressivement. Elle a beaucoup de courage d'en parler devant vous, etc. Les problématiques sont multiples. Elles nécessitent donc une réponse adaptée par des professionnels qui sont formés à la prise en charge des victimes de violences. Les victimes ont des besoins différents en fonction du contexte des violences, des conséquences et du rythme de la victime. On le voit bien, l'appréhension de la question des femmes étrangères victimes de violences ne peut se faire qu'à travers une approche pluridisciplinaire. Il faut impérativement, effectivement, qu'elle soit suivie par un psychologue. Ça, c'est capital. Mais on a des problèmes qui vont se poser, des problèmes très pratiques. Ça va être aussi la barrière de la langue, l'obstacle de la langue. On ne peut pas forcément trouver un professionnel dans l'immédiat qui parle la même langue que la victime. Et je ne connais pas beaucoup de structures qui disposent d'un système d'interprétariat, en fait, directement pendant l'entretien. C'est un petit peu compliqué. Il faut aussi un suivi, du coup, gynécologique. Il faudrait qu'elle soit suivie par un juriste qui établisse un lien éventuellement avec un avocat si ça nécessite, une assistante sociale, etc. Nous, ce qui nous semble le plus opportun dans ce type de situation, c'est les maisons des femmes. Ça constitue des lieux privilégiés pour une prise en charge globale, comme la Maison des femmes de Saint-Denis, du coup, qui est excellente, qui est vraiment très bien. Notre directrice qui nous a quittés a d'ailleurs rejoint la Maison des femmes de Saint-Denis, Anne-Charlotte Gelty. Et prochainement à Nanterre, normalement d'ici janvier 2022, mais rien n'est jamais très sûr, on devrait aussi avoir une maison des femmes et pouvoir justement bâtir un tel endroit pour une prise en charge complète des victimes. C'est grâce à un réseau spécialisé et coordonné que nous pourrons apporter une réponse efficace aux victimes de violences conjugales. Je vous remercie de votre attention et du coup j'ai fait une brève intervention pour rester à l'écoute de vos questions. Je vous remercie.
Deux questions. Merci, madame. Ah, je pense qu'il y a un haut-parleur. Merci pour l'appareil. Merci infiniment pour cet exposé intéressant et bien développé, qui servira à une introduction, si vous voyez, c'est une introduction générale qui a abordé différentes questions. Donc, on va poser deux questions, pas plus. Vous avez encore 10 minutes pour vous. Alors, la première question, nos amis de la CIMAD, merci. Vous êtes en force, c'est pour cela qu'il cherchait ses collègues tout à l'heure. Voilà, je vous donne le... Safia, il est où? Parce que d'habitude, il y en a... Merci. Je me présente, Georges Abdel-Sayed, je suis bénévole à la CIMAD de Batignolles. Je suis venu à cette formation parce que ça m'intéresse sur la violence des femmes qui viennent nous voir en tant que demandeurs d'asile. Et vous disiez tout à l'heure, vous confrontez à le problème des langues, comme nous aussi, on confronte quelquefois. Comment vous les réglez, les problèmes de langue? Moi, j'essaie de parler à la fois 3 langues, anglais, français, anglais, espagnol et arabe. Mais quelquefois, on a des difficultés avec ces femmes parce qu'on les accompagne à l'OFRA, l'Office de protection des réfugiés. Ils sont complètement pénalisés, complètement, ils ne savent plus parler, malgré que tout ce qu'on peut leur apporter comme aide. Ils sont complètement paniqués devant l'officier de protection et l'officier refuse un refus total de demande d'asile. Donc on va aller vers la CNDA et là on commence à préparer tous les trucs psychologiques. Comment vous, dans votre structure, réglez les problèmes de langue et comment vous, dans les trucs que j'ai vu la maison des femmes à Saint-Denis ou en Nanterre, est-ce que vous avez prévu ce genre de choses? Je vous remercie. Merci. Alors, c'est une très bonne question, très pratique. Et effectivement, alors, j'ai pas de solution miracle. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des juristes qui parlent plusieurs langues. Donc, moi, pour ma part, je parle français, arabe et anglais. Donc, ça aide pour les entretiens. Et pour mes collègues, c'est pareil. L'une parle espagnol, l'autre parle portugais, etc. On essaye. Bon, évidemment, on ne comble pas tout. On manque de compétences à ce niveau. Il n'y a pas suffisamment de juristes pour recouvrir toute la diversité qu'on accueille à ce niveau-là. Et des fois, on est démunis quand je suis toute seule et que là récemment, j'ai une dame qui parlait farsi. Donc, je suis un couteau suisse, mais pas à ce point-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise Google Traduction, en fait. On essaye de trouver des solutions immédiates dans l'urgence. En plus, elle est tenue. Donc, voilà, on utilise Google Traduction. Sinon, on essaye de compter sur un tissu associatif. Donc, nous, à Nanterre, on a de la chance. On a un bon tissu associatif quand même. Et on essaye de trouver quelqu'un qui puisse faire le truchement entre cette femme et nous. Mais c'est un peu compliqué étant donné les sujets délicats qui sont abordés. Incorporer un autre individu qui n'est pas formé, qui peut ne pas nous donner en fait une traduction de qualité, une traduction qui est appropriée, une traduction aussi qui est personnalisée, ça nous dérange un petit peu. Mais on essaye, on trouve toujours une solution. Mais il faut avoir une faculté d'adaptabilité qui est particulièrement conséquente quand même. Merci. Mira Santé, on est comme vous. On a quelques langues. On avait depuis longtemps fait des petits fascicules en différentes langues. Donc on essaie un petit peu pour les médecins, pour les psychologues, pour les acteurs. Donc il faut un petit peu... Ça revient à Google ce que vous avez dit, mais nous, c'était dans les années 70. Donc c'est une idée de faire par soi-même. Et il y a toujours l'écoute et pousser la personne à s'exprimer et la mettre à l'aise. Il y a des personnes qui, on dirait paragouinent en français, ou qui parlent, mais si on ne les met pas à l'aise, ils ne s'expriment pas. Mais on crée la situation où ils peuvent s'exprimer d'une manière. Et voilà. Donc, mais il faut faire le tissu associatif et d'autres partenaires, c'est essentiel. Et dans cet entretien, du coup, même si on parle la langue d'origine de la personne, etc., c'est beaucoup plus confortable pour elle.
quand même, on explique les mots en français, on les réutilise plusieurs fois dans la conversation pour qu'elle ne soit pas démunie si on n'est pas là, quoi. Pour qu'elle puisse quand même expliquer sa situation. Donc voilà, on leur répète les mots de procédure, les mots qui sont nécessaires pour cette situation, pour des situations où on ne serait pas là, en fait. Comme ça, elle ne se retrouve pas démunie. Merci. Encore une question, hein. Oh, il y en a même 3. Très bien. Là-bas, vous avez levé la main en même temps. Alors, levez la main pour qu'il vous voie. Voilà. Désolé pour la dernière. Mais... Arlette Mengue pour le groupe SOS Solidarité. L'intervention a été très, très, très intéressante. Merci. Et un point que vous avez abordé m'a vraiment touchée. Peut-être que j'en parlerai dans les témoignages. C'est de déjà dire que pour pouvoir dénoncer quelque chose, il faut savoir que c'est quelque chose d'anormal. Donc je reviens à l'idée de savoir si les personnes victimes savent qu'elles sont victimes. Est-ce qu'elles savent reconnaître les violences? Qu'est-ce qui est fait? Comment vous procédez à ce niveau-là? Merci. Merci à vous. Du coup, c'est une question qui est très intéressante. Non, parfois, elles ne savent pas du tout qu'elles sont victimes et elles n'identifient pas le comportement de monsieur comme n'étant pas normal, en fait. On a des situations où où madame n'a jamais accès à la boîte aux lettres. Madame ne reçoit jamais en fait les documents qui lui sont propres. Madame n'a pas le droit de sortir de la maison. Madame n'a pas le droit en fait de s'inscrire dans un centre social pour pouvoir avoir des cours de langue pour apprendre le français, etc. Monsieur a envie, madame n'a pas envie, mais monsieur lui dit que c'est son rôle parce que c'est son épouse, qu'il y a le devoir conjugal. Donc du coup, madame, elle dit oui, alors qu'elle n'avait pas envie, donc c'est un viol. Tout ça, les victimes, quand même, ça nous arrive souvent, n'ont pas connaissance que c'est qu'elles sont victimes. On doit leur expliquer avec elles. On doit parfois reprendre la notion de consentement. Puisqu'en fait, le consentement, dans le cadre du mariage, elles se disent, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas de consentement, c'est mon mari, en fait. S'il veut, je le fais. Et du coup, lui expliquer, non, il y a le viol conjugal, ça existe. Ça a été reconnu tardivement par le législateur. Nous aussi, c'était compliqué. Enfin, la société française a reconnu tardivement le viol conjugal. Et elles n'ont pas connaissance qu'elles ont été victimes de viol dans le cadre de la conjugalité. Donc tout ça, on le reprend. Ça nous arrive souvent. Et ce qu'on le fait, c'est qu'on fait, on utilise... on ne va pas tout de suite utiliser le mot victime. On va pas tout de suite... on va d'abord venir dans une approche quand même qui est plutôt douce, etc. Et beaucoup discuter, beaucoup échanger, reprendre son ressenti face à tout ça. Et après, effectivement, on pose des mots. Des mots qui qualifient la situation. Mais ça se fait, c'est pour ça que je dis de prendre du temps. En fait, le temps, c'est précieux, mais c'est nécessaire. Nous, on court toujours après le temps. Je suppose que vous aussi. Mais c'est nécessaire de le prendre avec les victimes. Pour qu'elles s'identifient aussi en tant que victimes. C'est une très bonne question. On la reprendra l'après-midi, quand vous dites, pour la développer. La dernière, là, la dame... Oui, bonjour. Moi, je suis travailleur social au Centre d'action sociale Ville de Paris. Vous évoquiez le fait de... parfois, les femmes viennent vous voir, c'est pas forcément pour aborder au premier abord les violences qu'elles subissent. Et vous disiez qu'il fallait systématiser le questionnement. Est-ce que... vous êtes pour la plupart beaucoup de juristes. Est-ce que vous avez je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode ou une grille un petit peu où vous savez à peu près où vous allez vouloir orienter un petit peu votre entretien avec la personne est-ce que vous avez un outil, voilà. Alors, est-ce qu'on a un outil spécifique? Non. En fait, ça se fait vraiment pendant l'entretien, en fonction de ce que la personne vient et ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous dépose aussi. On arrive à déceler aussi son positionnement,
sa manière d'évoquer ce qui se passe à la maison, les mots qu'elle utilise, etc., ça nous aiguille. Si par exemple une personne vient pour une tutelle, qu'il n'y a pas de signe évident, on va sûrement glisser dans la conversation, voilà, est-ce que tout se passe bien à la maison, etc. Voilà. Après, on ne va pas essayer de creuser, si c'est juste pour une tutelle, bah, c'est juste pour une tutelle. Mais si madame vient, qu'elle nous dit je veux divorcer urgemment, c'est très urgent, je ne peux plus rester à la maison, etc., bah, là on creuse. Et des fois, effectivement, il nous arrive d'utiliser la griffe d'évaluation du danger. Pour se rendre compte si on doit prendre des mesures beaucoup plus immédiates, beaucoup plus urgentes. Mais ça se fait vraiment voilà, avec la pratique, en fait. Il vous reste 2 minutes, donc une question. Ah, voilà, là-bas. Eh ben... Je vois beaucoup d'enthousiasme à poser cette question. Ah. Ça me touche. Oui, bonjour. Edith de l'association Solancy. Merci pour votre intervention. Et la question que je voulais poser, c'est, vous avez parlé des familles qui sont victimes d'harcèlement par leur hôtelier. Au sein de notre structure, on a pas mal de témoignages qui est lié à ça. Malheureusement, on ne sait pas toujours comment intervenir. Pour avoir le SAMU social, c'est très compliqué. Et les hôteliers, ils jouent beaucoup de ça parce que ces femmes, elles arrivent. Elles sont déjà dans la précarité, elles ont déjà ces traumatismes qui est lié à leur parcours migratoire. Et voilà, elles sont affaiblies. Donc l'hôtelier, il se présente comme la personne ayant droit. Donc face à des situations comme ça, quels moyens employez-vous? Vers qui vous vous tournez? Parce que c'est vrai que SAMU social 115, c'est très compliqué pour les avoir. Est-ce que vous avez accès, vous êtes en contact avec les assistantes sociaux du service? Comment faites-vous, quoi, quand il y a une situation comme ça qui se présente? Merci. Alors, nous, on a de la chance. On partage nos locaux avec la FED 92, l'association des femmes en difficulté du 92, qui a de nombreuses travailleuses sociales. Et du coup, elles ont effectivement un contact direct avec le 115, elles ont un contact qui est privilégié. Donc, quand on a ce type de situation, on va les voir directement. Vu que ce n'est pas une compétence qu'on maîtrise, malheureusement, on n'a pas de travailleuses sociales au sein de notre association. On fonctionne vraiment avec le tissu partenarial. Bon, là, j'avoue, on triche un peu parce qu'on a les mêmes locaux, donc c'est un peu plus facile. Mais immédiatement, on va voir une travailleuse sociale pour effectivement que la victime, son souhait, c'est de ne plus rester dans cet hôtel, même si, à mon sens, ce n'est pas à elle de quitter l'hôtel, mais la problématique vient de l'hébergeur, mais bon, c'est très compliqué. Donc la priorité, c'est de la mettre à l'abri ailleurs. Et en parallèle, nous, on actionne le pénal, avec le dépôt de plainte, etc. Et là, c'est plus compliqué de convaincre les victimes de franchir les portes du commissariat, etc., pour déposer plainte, mais on leur explique que c'est nécessaire, que ce qu'elles ont subi, c'est qu'elles ont été victimes d'une transgression des valeurs de notre société et qu'il est nécessaire de le rapporter. Donc après, ça, on travaille avec elles. Merci infiniment. Ça m'a donné envie de parler de moi-même, mais ce n'est pas l'occasion. Parce que j'ai vécu un petit peu ces situations. Et je vous dirai, s'il reste le temps, comment la résilience, il vient, comment il faut accompagner. Il y a M. Saïd qui a parlé de l'OFPRA, combien j'ai accompagné des personnes à l'OFPRA qui étaient déboutées, mais parce qu'ils racontent des histoires d'après eux, et que quand on s'en retrouve dans des situations comme on est en train de traiter, c'est pas évident de parler directement de ce qu'on a vécu, parce qu'il y a un refoulement, il y a une manière, on se retrouve dans des situations tellement stressantes qu'on essaie un petit peu des échappatoires et on se raconte 1000 choses à la fois. Or, quelquefois, ils disent, mais ils sont en train de mentir, ils sont en train de dire à l'OFPRA, et je leur dis, mais c'est ça, quand on vit des situations telles que l'ont vécu, eh ben, on essaie un petit peu de trouver un échappement. Parce qu'on a une dignité. Il ne faut pas oublier que nous, on parle des choses qui nous paraissent comme Galilée, quand il a dit la Terre tourne autour du Soleil. Mais on oublie que, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent non, la Terre elle est plate et que ça tourne. Donc sur le plan culturel, sur le plan des schèmes, des repères, et, bref, culturel d'une manière générale, il y a des personnes que ça leur apparaît normal, la normalité que nous sommes en train de traiter, et ce n'est que
en essayant de créer des espaces comme on est en train de faire au niveau associatif, là où on travaille pour mettre les gens et que les gens prennent conscience qu'ils ont un rôle vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ceux qui vivent les mêmes situations. Voilà, merci. C'était, on peut vous laisser pendant des heures et on ne se lasse pas, mais le temps nous est compté.